Bonjour à tous, je suis enseignant-chercheur à IMP et l'IRIT. Aujourd'hui, j'aimerais présenter un travail dans l'IT en collaboration avec plusieurs personnes, notamment Anthony qui est là, et Serge avec Célimé et Pierre. En fait, c'est un cherche dans une vision de machine learning sous contrainte physique. Ça veut dire on veut rajouter l'information des contraintes a priori qu'on a, notamment de l'idée de modélisation mathématique dans la problématique de machine learning. Donc, je vais vous parler aujourd'hui data simulation. Data simulation, c'est un sujet classique qui date des années de 80, 80 je dirais, non pas 60, soixantaine en fait, 1900. Donc là, ça s'appelle le non-filtre Kalman. Et pourquoi ce sujet c'est encore vivant aujourd'hui en fait? Parce on est confronté avec des problèmes de système dynamique non linéaire, plutôt chaotique en fait. Donc ça, c'est un sujet qui reste difficile et je veux présenter une méthode d'état de l'art dans la littérature et puis une contribution qu'on a fait dans ce cher, ce qui s'appelle Data Simulation Networks, en utilisant machine learning pour généraliser une famille classique de cette méthode dans la littérature pour faire data simulation. Donc, et je vais vous donner une perspective avec un lien de PIMS à la fin. Donc, le système dynamique, j'espère que tout le monde a entendu, mais en grosso modo, mathématiquement, on définit un état avec plusieurs variables. Et ces variables, en fait, on change en temps. Donc, par exemple, ici, qu'on observe un état avec deux variables. Par exemple, une voiture, on a localisation en coordonnées deux dimensions, et ça bouge en temps. Ça bouge en temps. Ce qui est compliqué, en fait, c'est quoi ce genre de dynamique qui contrôle ce genre d'évolution. Et dans certains cas, en fait, c'est chaotique. Ça veut dire un petit changement de l'état initial x0 en temps 0. Donc, un petit changement ici, en fait, ça donne un grand changement après, un peu plus tard. Donc, du coup, en fait, c'est pas stable. C'est pas stable. Et, et c'est ça la difficulté, en fait. Une difficulté que quand on veut faire la prédiction dans dans ce genre de problème. Et un modèle classique qui s'appelle Lawrence, Lawrence dans les années 60, donc en 3D avec trois variables d'état. Donc ça, ça sont ça c'est une trajectoire qui commence ici et puis ça bouge en espace 3D. Et on voit en fait une structure assez compliquée mais assez riche qui se ressemble à un butterfly. Et donc, ça, c'est un cas en particulier de système chaotique. Donc, ensuite, en fait, il y a une extension en plus grande dimension par Lawrence plus tard, et, et sur cette question de prédictibilité, en fait, dans certains phénomènes. Et notamment, en fait, c'est beaucoup utilisé dans la science atmosphère et océanie pour modéliser en fait, pour voir le changement de température, par exemple. Euh, Donc, et souvent, c'est un problème en grande dimension. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de variables dans l'état, en fait. Donc, et data simulation, qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est en fait, on n'observe pas l'état de système dynamique directement, mais avec une observation brutée, je l'appelle Y ici. Donc, on a l'état xt qui vient de xt-1 avec un modèle qu'on appelle M, par exemple le système Lawrence, ça peut être M, plus un bruit. Donc, et YT, en fait, c'est un autre modèle de H, en fait, qui tire l'observation, qui prend l'observation. Par exemple, XT, ça peut être la localisation de voiture. YT, ça peut être le coordonnées observé par GPS.
Donc ça, c'est souvent bruité à cause de différentes réflexions de signal. Donc, et ça peut être aussi la température, la vraie température, peut-être dans une salle, mais on a une observation par thermomètre qui est souvent voilà, bruitée. Donc ça, ce sont en fait des exemples où en fait on aimerait voir si on peut faire la prédiction en l'état xt plus 1, donc à partir de données de y. Donc ça, voilà, vous pouvez voir en termes de traitement signal, c'est un problème de bruitage, mais voilà, on a une structure très essentielle, je vais vous dire, en temps. Donc, et là, ici, en fait, dans un système chaotique, ce qu'on cherche, c'est estimer la loi de probabilité, parce que c'est tellement pas évident de savoir où on est, donc on cherche en fait une probabilité. Voilà, grosso modo où on est. Donc ça, c'est l'idée. Et ça devient en fait un problème d'inférence dans machine learning, qu'on appelle une famille de modèles qui s'appelle latent models. Et les gens travaillent dans beaucoup de directions en fait pour résoudre, estimer ce genre de loi. Donc, grosso modo, en fait, on veut prédire l'état X à partir sachant Y. Donc, c'est une loi en probabilité conditionnelle. Ici, en fait, le X, en fait, ça peut être XT, l'état où on est en XT, mais Y, ça peut être Y1 jusqu'à YT-1. Ça, c'est le cas où on veut prédire, où on veut faire une prédiction. Et là, l'autre cas, ça peut être Y égale Y1 jusqu'à YT. Ça c'est le cas où on fait une analyse. Les deux sont intrinsèquement liés, que je vais vous donner une équation plus tard. Ici, en fait, j'aimerais avant rentrer dans le détail, il y a deux méthodologies aujourd'hui grosso modo, les gens convergent en fait pour estimer la loi de X sachant Y. Comment on le fait? En grande dimension. Donc, l'un, c'est basé sur l'idée de Fisher en fait, classique en stats, donc, la méthode de maximisation de log vraisemblance. Donc, là, nous, aujourd'hui, on va parler de ça aussi. Et il y a une méthode qui s'appelle Variation Autoencoder et qui est beaucoup développée à ce moment dans machine learning. Il y a une autre approche, en fait, on peut utiliser, ça s'appelle Generative Adversarial Networks. On n'a pas besoin d'utilisation de la vraisemblance pour voilà, faire une estimation de la loi de probabilité. Donc ça, en fait, ça rend le sujet intéressant parce que la question est classique, mais il y a beaucoup de possibilités dans la recherche. La question clé, en fait, c'est ici, data assimilation, c'est on a une structure particulière temporelle. Donc là, c'est le temps. Donc, je vous ai dit qu'on cherche une probabilité ici qu'on appelle PTB et PTA. Ce sont des lois conditionnelles de XT, sachant l'histoire Y. Donc, et en fait, l'idéalement, on sait ce que c'est la solution idéale, en fait, basée sur la règle bayésienne. Donc ça, théoriquement, on sait ce que c'est, en fait. Mais en pratique, on ne peut pas le calculer en grande dimension, même faire la simulation Monte Carlo. Donc toute la difficulté, c'est de voir, en fait, c'est quoi est-ce qu'il y a une possibilité d'approcher, en fait, ce genre de loi ou pas, même partiellement. Donc là, il y a une chose très importante, c'est la récurrence. Donc c'est ça le lien avec le réseau de neurones récurrentes. Parce que la récurrence en vient en fait de ces opérateurs en fait qui transforment la loi conditionnelle vers une autre loi, mais ces deux boîtes en fait ça ne change pas en temps. C'est ça la récurrence. Et ça c'est la règle bayésienne qui ça nous donne cette récurrence qui est invariante en temps. C'est une invariance en fait qu'on va utiliser dans l'idée essentielle de data assimilation networks. Donc, l'état de l'art, en fait, c'est une méthode qu'on appelle ensemble Kalman-Filtre, où l'idée, c'est d'utiliser, on appelle l'ensemble, vous pouvez penser que c'est un vecteur, c'est un état, donc un état partiel, HTA, HTB, pour estimer certains moments, un moment de probabilité, quand la moyenne covariance d'une loi de probabilité, en fait.
Donc, souvent, on fait la moyenne covariance. Donc, il y a une structure cohérente. Ici, par exemple, HTB, HTA, qui sont propagés par une fonction qu'on appelle A. Donc, et ça, c'est en fait en similarité avec la règle bayésienne. Donc, la clé, en fait, dans toutes ces histoires de la recherche, c'est de voir comment on peut proposer un bon choix de A et B, en fait. Mais sous contrainte, on n'a pas un trop de l'ensemble, en fait. La limitation, c'est que, en fait, on appelle ensemble size, c'est la dimensionnalité de HDA, HDB. Ça ne peut pas être l'infini. Sinon, on ne peut pas le calculer. Ça devient la règle bayésienne. Donc, bon, ça, c'est trop compliqué. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut approcher ces moments, en fait, avec une bonne règle. Et le souci, en fait, ici, c'est une sensibilité sur la taille de ces mémoires. Vous pouvez imaginer si la taille est trop petite, on a une capacité très limitée pour approcher ces moments. Donc, en fait, Data Assimilation Networks, c'est une idée pour généraliser cette famille de méthodes en utilisant machine learning pour optimiser sous contrainte de la taille de mémoire, la taille de l'ensemble. Donc ça, c'est en fait un schéma de réseau en fait qu'on a à HTB, HTA, vous avez vu, avec un paramètre d'état qui peut être optimisé, qui est représenté par un réseau de neurones récurrent pour, pour propager en fait ces informations. Mais en même temps, on a un opérateur C-θ pour récupérer une loi conditionnelle qui donne une approximation de la loi P, en fait. Donc, on a voilà, cette architecture qui s'appelle Data Assimilation Networks qui généralise la méthode classique. Et donc, le détail, c'est que nous, on peut le faire, aujourd'hui avec réseau neuron récurrente en minimisant une fonction de coût basée sur la maximisation de log-vraisemblance. Et ce qu'on a étudié, c'est un cas particulier dans un gaussienne. Ça veut dire la sortie de ces lois de Q. Donc, on fait une approximation gaussienne sur la vraie loi, en fait, mais ils sont typiquement non gaussiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir? Donc, ça, c'est un résultat, informel, qu'on dise que, grosso modo, si on a une loi gaussienne dans notre modèle, alors on peut approcher la vraie moyenne covariance de la loi P, en fait. Donc, ici, en fait, quand on a une infinité de capacités de mémoire, mais c'est idéal. Ça veut dire, idéalement, dans ce réseau, si on arrive à... Donc, il y a une potentiel pour capturer la dynamique chaotique complexe parce qu'on on arrive à capturer en fait avec les bonnes moyennes covariance optimales. Donc ça, on ne peut pas faire mieux en fait dans ce cas idéal. En pratique, c'est qu'on n'a pas une infinité de capacités de taille de mémoire. Du coup, donc, ce qu'on étudie, c'est de voir comment en fait est-ce qu'on minimise cette fonction de coût sous contrainte de mémoire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que la moyenne, en fait, de mu, de cette approximation Q, en fait, c'est suffisamment correct ou pas, en fait, accurate. Donc, ça, c'est aussi, on peut poser la question sur la prédiction. Donc, ces trois questions, on a étudié numériquement. Donc, je vais vous présenter rapidement le résultat qu'on a obtenu avec un DEN entraîné sur 1000 trajectoires en dimension 40. Ça, c'est le système Lorentz, je vous ai dit. Donc, en minimisant cette fonction de coût, en fait, avec une méthode de gradient tronqué, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, c'est pour minimiser cette fonction, en fait, grosso modo, mais avec dans réseau neuronal récurrente, si on roule le temps en fait à cet ordre-là, on n'arrive plus à calculer le gradient, le vrai gradient en fait. Donc du coup, on fait une approximation. Là, ça c'est le résultat qu'on a obtenu avec cette méthode en changeant
la taille de mémoire. La taille de mémoire, c'est quand ça augmente, on voit que en fait, le loss, ça devient de plus en plus petit. Donc ça, c'est un bon signe. Et qu'est-ce que ces valeurs signifient alors sur la performance? Ça veut dire sur la moyenne, par exemple, de notre prédiction. Donc on peut calculer ces erreurs, en fait, entre l'écart entre la moyenne de notre approximation Q et la vraie valeur de l'état de trajectoire, en fait. Donc ça, c'est pour mesurer. Est-ce que, bon, on sait qu'il il y a une valeur optimale, en fait, mais est-ce qu'on est suffisamment, voilà, petit ou pas, par rapport à l'état de l'art ça, c'est une approche de l'ensemble Kalman-Fluid dans l'état de l'art. Donc, ce qu'on a vu, en fait, quand M est grand, on est similaire, mais quand la taille de mémoire devient de plus en plus petite, en fait, ces valeurs, en fait, ces erreurs deviennent relativement, relativement stables. En fait, ça ne change pas beaucoup en fonction de taille de mémoire. Et cette taille, en fait, ça dépend le nombre de paramètres. Donc, c'est souvent le régime, en fait, en pratique que les gens utilisent parce que le T, en fait, ça peut être 1 million, par exemple. On ne peut pas prendre trop de taille de mémoire. Et du coup, il y a un phénomène intéressant qu'on observe, c'est qu'en fait, on peut remplacer, ou si on veut réduire ce genre d'erreur, en fait, dans la méthode classique, il faut beaucoup de optimiser la méthode pour choisir le bon hyperparamètre. Et du coup, ce que sous-jacent, c'est que ce phénomène, on peut le faire automatiquement par machine learning, en fait. C'est ça un peu qu'on a compris. Voilà. Donc, je conclue. On propose une méthode, un framework général qui s'appelle le General DEN, basé sur réseau neuronal récurrent pour data simulation. Et théoriquement, on peut obtenir l'estimation optimale sur la moyenne et covariance de la loi conditionnelle en minimisant la fonction de coût basée sur la log vraisemblance. Et numériquement, on montre que ça atteint une performance comparable par rapport à l'état de l'art sans trop de choix de hyperparamètres quand on change la taille de mémoire. Et je pense que dans le futur, il y a beaucoup de l'extension. Par exemple, un système chaotique qu'on a utilisé, c'est représenté par un système d'équation ordinaire. Et là, on peut l'étendre dans un système d'équation partielle où on connaît que Navier-Stokes, c'est chaotique. Et là, il y a un monde de turbulence, en fait, voilà, derrière tout ça, en fait, qui ont un potentiel impact industriel et aussi scientifique. Donc, c'est quoi l'idée? Alors, on a aujourd'hui les deux frameworks qui sont relativement donc, c'est VEI et GAN. Et aussi, en fait, il y a beaucoup d'activités dans le PIMS pour faire l'apprentissage. Donc, on va remplacer le modèle par un modèle voilà, plus simple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, on a le temps d'une ou deux questions rapides. Merci. Qu'est-ce qui... un peu deux questions. Dans les GAN, est-ce que en quoi le système va être considéré chaotique? Et deuxièmement, qu'est-ce que donne la méthode, les performances, quand c'est justement un système qui n'est pas très chaotique, peut-être une chaîne de Markov cachée? Comment ça compare par rapport aux méthodes précédentes? Oui, dans le cas en fait classique, par exemple, filet de Kalman, le système c'est linéaire. Dans ce cas-là, théoriquement on sait, mais non, théoriquement on sait on peut atteindre optimalité. Ensuite, l'opérateur sous-jacent pour approcher, en fait, c'est assez compliqué. Nous, on ne sait pas en fait.
numériquement, on observe quelque chose de similaire par rapport à le flux de calmant optimal. C'est un cas, vous voyez, c'est un cas en fait qui est particulier parce que c'est linéaire. On sait comment le résoudre parce que c'est classique, on sait le résoudre. Mais ce qui est difficile, c'est plutôt le côté en fait chaotique où on n'a pas trop d'outils en fait actuels. Donc là, on ne sait pas théoriquement ce qui se passe, mais numériquement, c'est assez proche. Et pour les GAN alors? Par exemple, Pour les GAN, le pour côté les GAN, chaotique? il y a un article sur ça, mais bon, mais c'est pas pour le cas linéaire. Ils ont pas, je sais pas, je sais pas. Ouais, mais Merci. il y a des travaux.